Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints une fois de plus par Larry Johnson, ancien analyste de la CIA, pour discuter de ce qui semble être une guerre qui approche à grands pas avec l'Iran. Au moins, le monde a désormais les yeux tournés vers l'Iran, étant donné que les États-Unis continuent de mobiliser de plus en plus de moyens militaires dans la région. Comment devons-nous interpréter cela? S'agit-il d'une préparation à la guerre ou simplement d'une démonstration de force américaine pendant les négociations? Eh bien, j'espérais qu'il ne s'agissait que d'un geste d'intimidation. Mais d'après ce que j'entends de la part d'amis encore impliqués dans les affaires de sécurité nationale, c'est bien plus grave. Ils l'ont décrit comme l'une de deux possibilités. Soit il s'agit d'une reprise de Midnight Hammer, lorsque les États-Unis ont lancé des raids B-2 dans le nord de l'Iran. Bien sûr, cela s'était fait, disons, en collaboration ou en coordination avec l'Iran. Soit ils se préparent à une attaque israélienne et veulent être en mesure de soutenir Israël. L'une de ces deux choses. Ils n'ont pas dit que c'était simplement pour pousser l'Iran à faire des concessions à la table des négociations. L'autre chose, vous savez, c'est que j'y vois un signal d'alerte. Il y a un ancien sous-secrétaire à la Défense, un certain Stephen Bryan. Et je connais Stephen, je l'aime bien. Je le considère, tu sais, comme un ami. Nous sommes en contact par email et par appel Zoom. Mais c'est un sioniste, et je n'emploie pas ce terme de manière péjorative. Je veux dire, c'est sa conviction. Il croit que Dieu a donné cette terre à Israël et qu'ils ont le droit de l'occuper. Il est très modéré. Ce n'est pas un extrémiste comme Ben Gvir ou Smotrich. Et il écrit des analyses solides et bien construites. Eh bien, il a publié un article il y a 2 jours en réaction aux récentes négociations entre les États-Unis et l'Iran. C'était très émotionnel. Il critiquait vivement Witkoff et expliquait comment l'Iran utilise une stratégie de rope-a-dope en référence à la technique de Muhammad Ali consistant à laisser son adversaire s'épuiser avant de riposter. Alors, quand je vois quelqu'un comme Steve devenir aussi émotif, je me dis qu'il y a maintenant une énorme pression sur Trump pour qu'il attaque l'Iran. Et le problème, c'est qu'ils sont passés des armes nucléaires aux missiles balistiques et au soutien au Hamas et au Hezbollah. Ce qui est, tu sais, surtout pour le second, une véritable fausse piste. La rhétorique et les affirmations d'Israël ne correspondent pas aux faits. Et j'ai vu ton récent débat avec ce type, Rosenberg, Joel Rosenberg, et j'ai trouvé que tu avais fait un excellent travail. Mais encore une fois, il continuait à répandre des mensonges sur de prétendues attaques terroristes massives du Hamas et du Hezbollah. Et je dis simplement, tu vois, je mets quiconque au défi. Allez faire vos propres recherches. Il existe de nombreux moteurs de recherche d'IA. Il suffit de poser les questions. Combien d'Israéliens ont été tués par des groupes mandataires iraniens depuis 1992? Parce que c'est à ce moment-là que le Hezbollah est apparu. Et la réponse est moins de 5000. Maintenant, comparez cela aux plus de 70 000 Palestiniens qui ont été tués par les Israéliens au cours des 2 dernières années et 3 mois. Cela ne colle tout simplement pas. Donc Trump subit actuellement une forte pression pour attaquer l'Iran. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Bibi Netanyahou vient en ville, non seulement pour pousser Trump à le faire, mais aussi pour coordonner. Je pense qu'il est très probable que nous assistions à des violences dans les 2 prochaines semaines. Mon Dieu, j'espère me tromper. J'aimerais vraiment avoir tort. Oui, j'ai trouvé ce débat intéressant, parce qu'il est tellement malhonnête. Mais on voit ça tout le temps avec ce genre d'arguments. Ils disent « Regardez ce gouvernement, il traite sa population de façon horrible, et tout le discours est assez manipulateur. » Mais ensuite, quand on demande « Qu'espérez-vous accomplir avec une frappe militaire de ce type ?»
Parce que si l'on regarde toutes vos aventures militaires des 20 ou 30 dernières années, laquelle a jamais conduit à un succès? Et là, c'est, eh bien, nous n'avons pas stabilisé de gouvernement, mais nous avons créé le chaos et des divisions pour qu'il soit assez affaibli pour ne pas menacer Israël. Donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas dire d'un côté que l'objectif principal est de créer le chaos, l'instabilité et la souffrance pour les populations, et en même temps prétendre qu'on le fait pour les aider. C'est juste, enfin, si c'est ton but, si tu penses que chaque pays de toute la région doit être divisé, détruit et plongé dans le chaos pour qu'Israël soit en sécurité, alors fais cet argument. Je trouve simplement très malhonnête qu'ils doivent faire semblant d'être des humanitaires, de se soucier des manifestations tout en faisant en réalité tout leur possible pour déstabiliser. Ils veulent continuer à faire affluer les armes, à alimenter la violence. Enfin, c'est, encore une fois, au moins si tu dis « nous voulons détruire l'Iran », au moins tu es honnête. Mais ce n'est même pas ça. Si l'on retient la première hypothèse ici, bien que je ne pense pas que ce soit le cas, à savoir que l'objectif est simplement de mettre beaucoup de pression sur l'Iran dans les négociations, qu'est-ce qu'on peut réellement obtenir maintenant? Parce qu'il semble que les États-Unis se soient attachés à cette idée selon laquelle il ne suffit pas d'obtenir l'accord nucléaire. Mais qu'il faut aussi qu'il soit lié à l'abandon par l'Iran de tous ses alliés, à la renonciation à ses armes conventionnelles, ses missiles balistiques, toute sa capacité de dissuasion, et qu'il mise tout son avenir, son existence même, sur l'espoir qu'Israël et les États-Unis ne profiteront pas de sa faiblesse. Oui, eh bien, si l'Iran n'a pas encore tiré cette leçon, ils vont avoir de plus gros ennuis. Mais je pense qu'ils l'ont comprise. Vous savez, ils disposent de 18 types différents de missiles balistiques, à la fois anciens et très modernes. Ils viennent de tester un missile balistique intercontinental, apparemment avec succès. Ils ont 5 types différents de missiles de croisière et plus de 15 types de drones. Donc, l'Iran s'est préparé au cours des dernières années. Enfin, ils ont fini par comprendre, à la suite des événements des 46 dernières années depuis l'arrivée de l'ayatollah Khomeini et la création de la République islamique en février 1969, qu'ils sont en guerre avec les États-Unis. Les États-Unis ont attaqué l'Iran à plusieurs reprises, et non l'inverse. Les États-Unis aiment beaucoup créer ce récit selon lequel ils seraient, vous savez, là, tranquillement, à vaquer à leurs occupations, quand soudain, ces méchants Iraniens surgissent de nulle part pour nous attaquer. Et vous savez, ils disent, « Regardez, l'Iran était derrière l'attentat contre la caserne des Marines à Beyrouth, au Liban, en octobre 1983. » Eh bien, que s'est-il passé en septembre 1983? Ah oui, c'est vrai. Les cuirassés américains, à l'époque où nous en avions encore déployé, bombardaient les quartiers et villages chiites de la vallée de la Bekaa, tuant des femmes et des enfants chiites. Alors vous savez, quand nous tuons un tas de civils et que leurs proches ou amis ripostent, nous faisons semblant d'être surpris. Vous savez, dès le tout début, en 1980, avant même que le Hezbollah n'existe, les États-Unis encourageaient Saddam Hussein à envahir l'Iran. Et ensuite, nous avons fourni à Saddam Hussein des produits chimiques précurseurs utilisés pour fabriquer du gaz moutarde, ce qui, au final, après la guerre, a entraîné la mort d'au moins 500 000 Iraniens. Donc, vous voyez, si vous aviez tué 500 000 de mes proches, de mes compatriotes et de mes amis, et que je scandais « mort à Glenn Diesen », vous comprendriez au moins pourquoi. Vous avez tué un demi-million de mon peuple. Et encore une fois, voilà les États-Unis. Il y a une déconnexion totale. Nous ne semblons tout simplement pas comprendre cela. Alors maintenant, l'Iran a...
Ils sont presque naïfs à certains égards. They're almost naive in some aspects. If you go back to October of 2024, Si l'on remonte à octobre 2024, lorsqu'ils ont lancé une attaque de démonstration, ils voulaient montrer à Israël ce qu'ils pouvaient faire avec des drones et des missiles, espérant que cela convaincrait les Israéliens de se retirer. Cela a eu l'effet inverse. Ils ont simplement supposé « Oh, l'Iran est faible ». Ils ont pris la patience iranienne pour de la faiblesse. Et la même chose s'est produite en juin, pendant la guerre de 12 jours. Ils ont continué à mentir au public, affirmant que l'Iran n'avait en réalité infligé aucun dommage à Israël, alors que c'était exactement le contraire. L'Iran en est donc arrivé au point où il a tracé une ligne dans le sable. Ils ont de nouveau été victimes d'un acte de guerre de la part de l'Occident, un acte de guerre reconnu, comme l'a dit Scott Bessent. Nous avons attaqué votre économie pour vous infliger un maximum de dégâts économiques, à vous et à votre peuple. Et ils s'en sont félicités. Regardez ce que nous avons fait. L'Iran est donc désormais pleinement justifié, et il est prêt à se défendre. Il ne donnera pas le premier coup, mais s'il est attaqué, il ripostera à une échelle massive. Et il ne s'arrêtera pas tant qu'un règlement négocié de la guerre n'aura pas été trouvé, incluant la levée des sanctions économiques contre l'Iran. C'est là, je pense, que tout cela finira par mener, car cette fois, l'Iran bénéficie du soutien de la Chine et de la Russie. Des rapports indiquent que la Chine a fourni un radar 3D avancé, un dispositif qui leur permet de déterminer des emplacements précis, l'altitude et la direction du déplacement. S'ils peuvent l'utiliser pour identifier les menaces entrantes, ils disposent alors de systèmes de défense aérienne fournis à la fois par la Russie et la Chine. Et en ce moment, des navires de guerre chinois et russes se dirigent vers la mer d'Arabie, où ils doivent, vers la mi-février ou au début du mois de mars, mener un exercice naval conjoint. Ce sera la 8e édition de cet exercice, commencé en 2019. La situation tactique est donc aujourd'hui bien différente de celle à laquelle l'Iran a été confronté lors de l'attaque surprise du 13 juin 2025. Il est très étrange pour moi que la solution finisse toujours par être la guerre. Ce n'est pas seulement une question d'Iran. C'est la même chose qu'il s'agisse de la Russie ou de tout autre adversaire. En général, lorsqu'on est en conflit avec une grande puissance, on cherche des domaines où les intérêts stratégiques et sécuritaires essentiels peuvent être harmonisés. Alors, dans quel domaine les États-Unis pourraient-ils respecter l'Iran et que l'Iran devrait-il respecter des États-Unis ou d'Israël? Et s'il existe des domaines qui ne peuvent pas être harmonisés, on cherche alors des moyens de gérer la concurrence. Si rien de tout ça n'est possible, alors bien sûr, la guerre devient une option. C'est pourquoi j'aime souvent discuter avec des personnes issues du milieu du renseignement. Au moins, elles ont la maturité de s'asseoir avec l'autre camp, de comprendre sa politique, ses traditions, sa culture. Tout cela, précisément parce qu'on ne déteste pas ses adversaires. Il faut être capable de déterminer jusqu'où la diplomatie peut aller avant qu'on ne se retrouve sur la voie de la guerre. Le problème, je pense, ce sont les idiots baveux, nos politiciens, nos journalistes. C'est simplement la haine et le mépris de l'autre camp. C'est tellement aveuglant. Comme tu l'as dit à propos de l'Iran, il y a cette idée qu'ils sont forcément les méchants qui veulent toujours nous attaquer, et que quiconque remet cela en question est soit naïf, soit à la solde des ayatollahs. Ce genre de pensée extrémiste et radicale est vraiment destructeur. Je ne sais pas d'où cela vient en Occident, si c'est juste un reste d'hégémonie, cette idée que tous les adversaires doivent être diabolisés. Je ne l'ai jamais compris. C'est très étrange. Nous n'étions pas comme ça avant. Nous étions capables de nous asseoir et d'apprécier le point de vue de l'autre, sans haïr nos adversaires, mais désolé.
No, no, I was just going to say it's a combination of two Non, non. things. J'allais justement dire que c'est une combinaison de deux choses. Starting from Le lobby sioniste, depuis le début des années 1970, a été 50 ans de propagande pour convaincre les États-Unis que l'Iran, en particulier, représente la plus grande menace islamique. Ce que je trouve fascinant, et je l'ai vu de mes propres yeux, c'est qu'immédiatement après le 11 septembre, je travaillais avec le commandement des opérations spéciales de l'armée américaine, le JSOC, le SOCOM. Le niveau d'ignorance concernant l'islam sunnite par rapport à l'islam chiite était incroyable. Pour eux, un musulman en valait un autre. Et quand on essayait d'expliquer que surtout dans le cas de l'Iran, ce pays avait été à plusieurs reprises attaqué par ces extrémistes musulmans sunnites, ils ne comprenaient pas. Ils appartiennent à la secte wahhabite originaire du Pakistan. On les connaît sous le nom de Deobandi. Mais vous savez, pendant de nombreuses années, l'Iran combattait précisément ces extrémistes islamiques que nous, aux États-Unis, affirmons être ceux qui nous ont attaqués le 11 septembre. Donc dès le départ, ça aurait dû faire de nous un allié naturel de l'Iran. Mais ensuite, il y a eu ce courant souterrain profond et obscur, où la CIA finançait et soutenait nombre de ces groupes sunnites radicaux pendant la guerre d'Afghanistan contre les Soviétiques, avait établi des relations et des contacts, puis avait continué à les utiliser, au point de les déployer pendant la deuxième guerre de Tchétchénie contre la Russie. Et nous avons vu cela récemment avec Al-Jolani. Je veux dire, vous savez, un vrai de vrai, il est sorti d'Al-Qaïda, a fait partie de l'État islamique, puis de l'État islamique à Al-Nosra, et ensuite, à partir d'Al-Nosra, il a monté sa propre organisation. Et il reçoit des accolades à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, bon sang. Alors vous voyez, on crée ce récit simpliste, musulmans mauvais, États-Unis bons. Et ensuite, on range l'Iran dans la catégorie des méchants, sans vraiment comprendre comment ils ont combattu le même extrémisme islamique que nous prétendons combattre. Et pourtant, à travers mon ancienne organisation, nous finançons et soutenons ces mêmes extrémistes. Je veux dire, c'est là qu'on prend du recul et qu'on se rend compte que le monde n'est pas tel qu'on nous le présente. Oui, eh bien, il y avait beaucoup de choses qui auraient pu être faites après les attentats du 11 septembre. Les gens oublient souvent que le premier dirigeant étranger à appeler Bush a été le président Poutine. Et vous savez, il disait en substance, « Nous pouvons coopérer avec vous. Construisons un partenariat sur cette base. » Et c'était une idée sincère. Tant que les relations entre les États-Unis et la Russie restaient centrées sur la redéfinition de l'Europe à travers l'élargissement de l'OTAN, tout serait toujours un jeu à somme nulle. Mais ils se sont dit, nous avons aussi un problème avec ces fondamentalistes. Alors peut-être que cela peut être une occasion de surmonter l'héritage de la guerre froide et de devenir de véritables partenaires. Cette occasion n'a pas été saisie. Et comme vous l'avez dit, il en a été de même avec l'Iran. Ils se sont en fait battus contre les mêmes personnes. Les Iraniens se sont également rapprochés des États-Unis. Rien n'a changé. Au contraire, avançons de 25 ans. Et l'Occident politique, pas seulement les États-Unis, s'est allié à Al-Qaïda en Syrie. Franchement, on croirait rêver. Que faisons-nous ici? Les chemins non empruntés sont tout simplement extraordinaires. Mais sur cette voie, menant maintenant à la guerre contre l'Iran, c'est bien là que nous semblons nous diriger. Quelles armes les États-Unis ont-ils rassemblées? Avez-vous une vue d'ensemble claire? Parce qu'il ne semble pas que cela va simplement être une autre guerre de 10 jours. Ils ont besoin d'une quantité incroyable, non seulement de défense aérienne, mais aussi de capacités offensives, s'ils veulent s'en prendre à un adversaire aussi massif que l'Iran.
Bill, on m'a dit que nous avions déployé un très grand nombre de chasseurs-bombardiers F-35 dans la région. Alors, il y a le F-35C, qui opère à partir des porte-avions, mais en plus de cela, il y a d'autres F-35 basés à terre, qui ne décollent pas des porte-avions. Ceux-là sont utilisés pour ce qu'on appelle la SEAD, Suppression of Enemy Air Defenses, c'est-à-dire la suppression des défenses aériennes ennemies. Tu sais, dès qu'on parle de choses militaires, il faut utiliser des acronymes, parce qu'ils ne parlent que comme ça. Mais la mission SEAD, c'est exactement ça. J'ai reçu un message d'un de mes lecteurs à Erevan, en Arménie, qui disait qu'il y a là-bas une forte présence américaine, un grand déploiement de C-17 et d'autres avions. Ils n'ont pas précisé si du personnel avait débarqué. Ainsi, les États-Unis déploient des forces dans la région, mais ils le font en partant du principe que l'Iran ne sera pas en mesure de détecter, encore moins d'intercepter, ces avions. Le F-35 est connu comme un avion furtif. Le problème, c'est que les Chinois auraient déployé un radar spécialement conçu pour détecter les appareils furtifs. On entre donc dans des eaux extrêmement dangereuses, car il n'y a pas que l'Iran qui se lève en disant « Très bien, nous allons riposter ». Pendant la guerre de 12 jours, ils auraient pu bombarder toutes les bases américaines. Il y a au moins 10 à 12 bases différentes dispersées du Qatar jusqu'à l'Arabie Saoudite, au Koweït, en Irak et en Syrie. Mais elles n'ont pas été touchées avant la toute fin, lorsque l'Iran, Trump a obtenu la bombe et a, je cite, anéanti Fordo. Puis l'Iran a frappé la station radar de la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar. Ensuite, tout était terminé. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Les chiites de toute la région, en particulier en Irak, se sont déjà soulevés et ont déclaré qu'ils lanceraient une attaque totale contre les intérêts et le personnel américain. Cela pourrait donc très rapidement devenir incontrôlable. Je pense que l'Iran a la capacité d'infliger des dégâts dévastateurs à Israël. Ils éviteront Jérusalem, mais ils détruiront Haïfa et Tel Aviv, pire que tout ce qu'Israël a jamais connu. Compter sur le THAAD, le Patriot ou le dôme de fer ne servira à rien. L'Iran dispose de trop de missiles. Ils peuvent submerger et épuiser les systèmes de défense aérienne. Et ils possèdent aussi des missiles capables de voler à des vitesses hypersoniques et de manœuvrer. Ce serait bien impossible leur interception par ces systèmes. Je n'aime pas quand il y a trop d'imprévisibilité en jeu ici. Mais voilà ce que je veux dire. Les États-Unis ne savent pas exactement ce que possède l'Iran. Tout ce qu'ils savent, c'est que les Israéliens les avertissent que l'Iran a pu reconstituer la plupart des choses qu'ils avaient, soit tirées, soit perdues lors de la dernière guerre. Mais si l'on ajoute à cela, je pense que les Russes, comme je l'ai dit, et les Chinois savent que cette guerre ne sera pas courte comme les autres. Elle sera bien plus brutale et prolongée. Donc je pense qu'ils trouveront aussi des moyens d'aider, même si ce n'est qu'en fournissant du renseignement ou quelques radars capables de détecter mieux que ceux des Israéliens. Je veux dire, de toutes les manières dont ils peuvent aider avec des armes, sans bien sûr s'engager dans une guerre directe avec les États-Unis. Mais avec toute cette imprévisibilité, il est tout de même très étrange que les États-Unis soient prêts à aller de l'avant avec cela. Je veux dire, il y a eu des jeux de guerre par le passé qui ne se sont pas très bien terminés. Donc, la décision de continuer malgré tout, c'est la seule source d'optimisme que j'ai. Car cela semble tout simplement trop insensé pour qu'ils aillent réellement jusqu'au bout. Mais ce qui est... Eh bien non, j'allais justement dire cela. Donc contrairement à ce qui s'est passé le 13 juin 2025, la guerre de 12 jours,
puis à cette dernière tentative de déclencher une révolution de couleur qui a commencé le 28 décembre et a duré jusqu'à environ le 10 janvier, il y avait principalement des agents du renseignement du Mossad sur le terrain en Iran. Ils ont joué un rôle crucial surtout pendant la guerre de 12 jours, en aidant à détruire certains systèmes de défense aérienne ainsi qu'à guider des armes au laser sur leurs cibles. À ma connaissance, Israël ne faisait pas voler d'avions en Iran ni au-dessus de l'Iran pendant la guerre de 12 jours. Ils utilisaient encore des frappes à distance. Eh bien, ces réseaux de renseignement, je pense, ont maintenant été complètement compromis à cause de ce que les Iraniens ont découvert l'année dernière et de ce qu'ils ont fait cette fois en suivant les terminaux Starlink. Donc on commence par là. Ils disposent de moins de capacités de renseignement sur le terrain. En fait, ils sont plus aveugles aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais été. Mais nous avons aussi le bilan des États-Unis avec son groupe aéronaval, un groupe de frappe de porte-avions en mer Rouge en mars dernier, et maintenant l'opération Rough Rider. Dans cette opération, la marine avait reçu pour mission spécifique d'établir la liberté de navigation en mer Rouge. Cela signifiait qu'un navire pouvait naviguer où il le souhaitait sans être harcelé, coulé ou attaqué, et qu'il fallait affaiblir et réduire les capacités offensives des Houthis, ainsi que leurs relations et leur soutien de la part de l'Iran. Telles étaient les 3 missions. Et pour y parvenir, à un moment donné, un premier porte-avions est arrivé, puis un second. Donc, il y avait 2 porte-avions, et chacun d'eux était accompagné de 4 ou 5 destroyers et d'un croiseur. Le rôle de ces navires est d'assurer une protection défensive. Ils disposent de missiles de défense aérienne, généralement une centaine par navire, destinés à être tirés sur les missiles Houthis entrants. Maintenant, si l'on regarde ce que nous avons au large des côtes iraniennes en ce moment, nous n'avons qu'un seul porte-avions. D'accord? Nous avons donc la moitié de ce que nous avions en mer Rouge, et au lieu d'un total de 5 navires capables d'assurer la défense aérienne, nous n'en avons plus que 3. Ce qui rend la situation encore plus faible, c'est que chacun de ces 3 destroyers, au lieu d'avoir un ensemble complet d'environ 100 missiles de défense aérienne dans leurs cellules de lancement verticales, imaginez-les comme des tubes intégrés dans le pont du navire, en possèdent désormais moins. Le missile entre, puis le missile est tiré. Eh bien, au lieu d'avoir un effectif complet d'une centaine, ils n'en ont qu'environ la moitié, peut-être 50 à 60. Le reste, ce sont des missiles de croisière Tomahawk. Maintenant, on pourrait dire, oh, eh bien, ils peuvent tirer ces missiles de croisière Tomahawk en utilisant le GPS. Mais d'après ce que je comprends, ces navires restent à environ 1000 milles des côtes iraniennes, car l'Iran dispose de drones et de missiles anti-navires capables de parcourir plus de 1000 milles. Et quelle est la portée d'un Tomahawk? 1000 milles. Donc s'ils les tirent, ils atteindront à peine les plages. Ce n'est pas comme s'ils pouvaient frapper n'importe où à l'intérieur de l'Iran. Ainsi, quand on prend du recul et qu'on examine cela d'un point de vue militaire, on doit dire qu'au vu de la situation en mer Rouge, les États-Unis disposaient de tous les avantages militaires sur les Houthis. Les Houthis n'avaient pas de force aérienne. Ils disposaient d'un stock limité de missiles. Ils n'avaient absolument aucun système de défense aérienne. Et pourtant, nous avons échoué, complètement échoué, à les empêcher d'interférer avec les navires qu'ils voulaient attaquer. Et maintenant, nous nous retrouvons face à l'Iran, qui possède une force aérienne moderne. Ils ont des systèmes de défense aérienne modernes, renforcés par la Russie et la Chine. Ils disposent d'un incroyable arsenal de missiles balistiques et de croisières enfouies dans des villes souterraines très bien protégées. On ne peut pas détruire cela simplement avec un missile de croisière Tomahawk, par exemple. Alors nous allons nous engager dans ce combat. Et comme je l'ai dit, je partage votre perplexité. Mais à quoi diable pense-t-il?
What the hell are they thinking? Quelles sont les réflexions du côté israélien? Je ne sais pas si tu suis les médias israéliens, mais surtout maintenant que Netanyahou doit rendre visite à Trump cette semaine. Les Israéliens ont subi beaucoup de destruction la dernière fois. J'ai entendu dire que certains pensent qu'il prévoit de rester en retrait cette fois-ci et de ne participer que si l'Iran est en position de faiblesse, et que ce serait, je suppose, une aventure militaire à faible coût, en espérant que l'Amérique puisse s'en charger seule. Encore une fois, on ne sait jamais. Mais quelle impression as-tu d'Israël? Y a-t-il une crainte qu'il faille agir maintenant, avant que l'Iran ne devienne trop puissant? Ou bien des inquiétudes selon lesquelles Israël lui-même ne serait pas prêt pour cette guerre? Je trouve souvent, à leur crédit, que les Israéliens ont des médias au moins plus honnêtes sur leurs intentions que les nôtres. Mais je me demandais, comment tu perçois le point de vue israélien à ce sujet? Eh bien, la presse israélienne affirme qu'il s'agit d'une visite urgente de Netanyahou. Je ne peux pas exclure qu'il s'agisse d'une visite visant à coordonner une opération militaire, car la dernière fois que Netanyahou était à Washington, c'était le 29 décembre, il y a environ 41 jours, lorsque Bibi a rencontré Trump. Il coordonnait alors cette révolution de couleur lancée le 28. D'après ce que je comprenais à l'époque, le plan prévoyait que les États-Unis mènent une attaque au moment où les manifestations atteindraient leur apogée, dans le but de déstabiliser davantage et de provoquer l'effondrement du régime. Eh bien, ce plan n'a pas abouti. Quoique la CIA et le Mossad aient promis, cela ne s'est pas réalisé. Alors voilà, Bibi maintenant, qui tente une deuxième chance. Trump subit une énorme pression du lobby sioniste, à la fois d'Israël et d'ici, aux États-Unis. Je veux dire, des gens comme la femme de Sheldon Adelson, Miriam Adelson, les donateurs. Vous savez, j'ai écrit un article sur sonar21.com hier soir, commentant un article récent de Stephen Bryan. Je connais Stephen, je pense que c'est une personne très correcte. Il a été sous-secrétaire à la Défense sous Ronald Reagan, de 1981 à 1988. Donc bon sang, il y a plus de 40 ans. Mais il a écrit un texte démolissant les discussions qui ont eu lieu à Oman, une critique cinglante de Steve Witkoff, et appelant à l'action, disant que Trump doit faire quelque chose. Donc il n'y a aucun soutien. Ce que je veux dire, c'est que lorsque je vois quelqu'un comme Stephen Bryan adopter cette position, ce n'est pas un Ben Gvir ou un Smotrich. Vous savez, ces types sont fous, ce sont des fanatiques. Stephen n'est pas un fanatique. Je veux dire, c'est un sioniste, mais il fait habituellement preuve de réflexion et d'analyse rationnelle. Là, il était tout émotif. Et s'il ressent les choses ainsi, je vous garantis que cette opinion est partagée non seulement au sein de la communauté juive, mais aussi au sein de la communauté sioniste parmi les chrétiens. Et avec ce genre de pression exercée sur Trump, il y a de fortes chances qu'il cède. Ce qui est si dangereux, c'est que nous continuons à nous répéter à quel point nous sommes formidables sur le plan militaire. Vous savez, nous sommes un peu comme la méchante reine dans Blanche-Neige. Vous savez, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et le miroir répond, « Oh, c'est toi, tu es la meilleure. Personne n'est meilleur que toi. » Et pourtant, nous sommes incapables de prendre du recul et de regarder objectivement. D'accord, comment nous en sommes-nous sortis en Afghanistan après 21 ans? Comment nous en sortons-nous en mer Rouge face aux Houthis après plus d'un an de l'opération Prosperity Guardian, puis de Rough Rider? Nous avons échoué. Et sans reconnaître cela, nous sommes entrés dans une ère où l'armée américaine, telle qu'elle existe institutionnellement, a été conçue pour une période particulière, à une époque où la technologie était différente. Elle a désormais changé.
Nous assistons à quelque chose d'aussi fondamentalement différent que ce qui s'est produit entre la guerre hispano-américaine et la Première Guerre mondiale. Pendant la guerre hispano-américaine, Teddy Roosevelt montait la colline à cheval. La cavalerie à cheval avait encore de l'importance. Mais quelque part au cours des 20 années suivantes, avec l'apparition des chars, et en particulier des mitrailleuses, les chevaux ont cessé d'être vraiment pertinents. Je veux dire qu'ils sont devenus plus un handicap qu'un atout. Regardez maintenant ce que nous faisons avec les porte-avions. Nous passons des années à les construire, 15 milliards de dollars ou plus, et tout à coup, ils peuvent être détruits par un missile hypersonique coûtant 500 000 dollars. La Chine en a, la Russie en a, et l'Iran en aurait également. Donc, tout à coup, vous ne pouvez plus utiliser cet avion. Et puis, juste avant de venir dans votre émission, je lisais un article qu'un de mes amis de l'armée de l'air m'avait envoyé. Les États-Unis, réfléchissez à ça. La marine américaine a maintenant créé un avion de chasse et d'entraînement qu'elle n'autorisera pas à atterrir sur un porte-avions. D'accord? Donc, ils développent une nouvelle technologie de chasse, mais elle ne sera pas basée sur porte-avions. Alors on se demande, pourquoi avons-nous des porte-avions? Surtout maintenant, comme on le voit dans le cas de l'Iran, nous devons les maintenir si loin des côtes que les armes qu'ils possèdent, celles qui pourraient normalement être utilisées si les porte-avions se trouvaient, disons, à une centaine de milles, sont désormais pratiquement inutiles à cause de la distance trop grande. Ainsi, avec l'avènement des drones, rien que d'un point de vue technologique, on se rend compte que ces destroyers censés assurer la défense aérienne disposent d'une centaine de missiles à bord. En général, lorsqu'ils subissent une attaque, ils tirent 2 de ces missiles, parfois plus, mais disons au moins 2 pour abattre une seule cible. Cela fait 50 tirs possibles. Alors imaginez que vous submergiez un porte-avions ou ce destroyer avec 300 drones. C'est faisable. On ne peut pas tous les abattre, et ils peuvent ensuite attaquer et causer des dégâts. Et une fois que le destroyer a tiré tous ses missiles, il doit se rendre dans un autre port pour être rechargé par une grue. Ce n'est pas simplement une question de les attraper sur un autre navire et de les fourrer dans le tube. Nous avons donc créé un système dysfonctionnel, hautement technique, très avancé, et il est inutilisable dans un environnement de combat. Et c'est à cela que ces gens réfléchissent. Regardez, avec tous les avantages que nous avions sur le papier, allons en Afghanistan. Nous avions des chars, de l'artillerie, des avions à voilure fixe, des hélicoptères à voilure tournante, des mortiers, des images aériennes, et nous combattions une bande de type armé de fusils. En gros, ils avaient quelques mortiers, quelques mitrailleuses lourdes, mais ils étaient loin d'être aussi bien équipés que nous. Et nous n'avons pas pu les vaincre après 21 ans. Nous avons dû nous retirer parce que nous ne pouvions pas gagner cette insurrection. Donc, comme je l'ai dit, c'est une chose d'avoir l'armée la plus coûteuse du monde, mais la question est, peut-elle réellement vaincre un ennemi ou quelqu'un que vous avez qualifié d'ennemi, puis contrôler la situation? Et il ne s'agit pas seulement des États-Unis. Je veux dire, cela est aussi arrivé à Israël. Réfléchissez-y. Voici Israël avec une armée de 300 000 hommes. Ils ont encerclé une zone de 5 000 de large et 25 000 de long. Ils combattent une force qui, encore une fois, est armée de pistolets et de fusils. Ils ne disposent pas de chars, d'artillerie, ni d'équipements lourds. Et malgré tout, cet avantage dont Israël bénéficie, puisqu'ils les ont complètement encerclés, ce n'est pas comme s'ils avaient un moyen facile de se réapprovisionner. Et pourtant,
Israël n'a pas réussi, et n'a toujours pas réussi, à vaincre le Hamas et à prendre un contrôle réel du territoire, c'est-à-dire pouvoir marcher dans les rues sans craindre une embuscade. C'est pourquoi nous devons nous détacher de cette mentalité hollywoodienne de la prouesse militaire et reconnaître qu'il existe toujours des limites à la puissance militaire. Comme l'a expliqué Clausewitz, la force militaire n'est qu'un aspect de la politique. Il faut s'occuper de la politique réelle. Et c'est là, selon moi, que les États-Unis échouent. Nous refusons d'affronter la réalité politique de la situation. À la place, nous nous complaisons dans ces fantasmes. Oui. Eh bien, juste une dernière question. Comment voyez-vous les autres pays de la région réagir? Parce que, comme l'a dit l'Iran, ce serait probablement une guerre régionale. Il frapperait au moins les bases américaines dans la région, mais il considérerait aussi que les pays qui participeraient à cela devraient, être tenus pour responsables, n'est-ce pas? Cela inclut le lancement ou le ravitaillement depuis leur territoire. Je sais que l'armée saoudite a déclaré non burhau. Nous n'allons pas le permettre, afin de cesser de frapper. Encore une fois, tu ne sais pas vraiment s'ils vont aller jusqu'au bout. Mais comment vois-tu le reste de la région? Peut-être se joindre à la fin? Tu as mentionné Erevan, et on pourrait aussi ajouter Bakou à cette liste. Dans quelle mesure penses-tu que les États-Unis pourraient descendre depuis le nord? Parce que tu sais, Téhéran est tout là-haut, près de la mer Caspienne. Ça ne me surprendrait pas qu'il y ait des tentatives d'utiliser, oui, au moins l'Azerbaïdjan comme base de lancement. Maintenant que tu sais, Trump a apporté la paix dans cette région. Oui, non. En fait, je pense que c'est ainsi que cette guerre va s'étendre. Je m'attends pleinement à ce que l'Arménie et l'Azerbaïdjan soient utilisés comme base de lancement pour des attaques contre l'Iran. L'Iran a eu des discussions avec les Azéris, mais ce ne serait pas la première fois qu'un gouvernement trahit un autre gouvernement. Je pense que l'Iran a également mis en place des plans de contingence pour neutraliser des cibles militaires. Ce ne sont pas de grands pays, donc c'est un avantage pour l'Iran. L'autre avantage, c'est que la Russie fournit également un soutien en matière de renseignement à l'Iran concernant l'Arménie et l'Azerbaïdjan, car Poutine et son gouvernement ne sont pas très satisfaits de ces deux-là. Ils reconnaissent que les États-Unis ont entrepris un plan de subversion visant à retourner ces pays afin qu'ils puissent être utilisés comme tremplin pour attaquer la Russie. Donc tu as raison de penser que l'Arabie saoudite et le Qatar vont probablement choisir de rester en dehors de tout cela, si possible. L'Irak, lui, s'est déjà essentiellement déclaré pleinement aligné sur l'Iran et en soutien à celui-ci. Ce qui, il faut le reconnaître, est un accomplissement remarquable, car si l'on remonte 40 ans en arrière, l'Iran et l'Irak étaient des ennemis qui se tuaient mutuellement. Et encore une fois, ils le faisaient à l'instigation des États-Unis. La plupart des gens aujourd'hui ne se souviennent pas que, du moins pendant les 8 premières années de 1998, l'un des plus grands soutiens de la République islamique d'Iran dans l'acquisition d'armes était Israël. Israël. Ce n'est qu'après que Saddam, tu sais, a complètement déraillé et n'a plus été considéré comme une menace, qu'Israël a tourné son attention ailleurs et a dit « Oh, maintenant, il faut s'inquiéter de l'Iran » comme d'une menace nucléaire potentielle. Tu vois, on aime toujours présenter ces choses de manière très simple, en noir et blanc. On sait qui sont les gentils, on sait qui sont les méchants. Non, c'est une situation bien plus complexe, bien plus nuancée. Et malheureusement, l'Occident n'y comprend absolument rien. Pas la moindre idée. On se contente de la version caricaturale, les méchants ayatollahs qui tuent des enfants innocents pendant que l'Amérique la belle court partout en plantant des arbres et en ouvrant des boutiques de fleurs. On ne pourrait pas être plus loin de la vérité.
couldn't be further from the truth. Eh bien, juste une dernière réflexion. Quelque chose que j'ai également mentionné lors du débat auquel vous faisiez référence. Lorsque les Chinois sont intervenus et ont commencé à essayer d'améliorer les relations entre l'Arabie saoudite, les autres États du Golfe et l'Iran, ce que vous avez entendu de la part de l'ancien chef du Mossad, c'était essentiellement « Écoutez, si toute la coalition anti-iranienne est en train de s'effondrer, nous devrions aussi envisager la possibilité de faire la paix avec l'Iran. Nous ne partageons pas de frontières communes, nous n'avons pas vraiment tant d'intérêt que cela, qui nécessite une coalition. Peut-être qu'il est temps de commencer à parler de la manière dont nous pouvons négocier. Quels sont leurs intérêts fondamentaux que nous devons respecter et quels sont nos intérêts fondamentaux qu'ils doivent respecter. Au moins, commencer à discuter. Je veux dire, cela me dépasse qu'il n'y ait absolument aucun effort pour au moins explorer cette possibilité. Je ne vois pas pourquoi l'Iran doit être, tu sais, cet ennemi acharné. Je pense, comme tu l'as dit, que cette idée selon laquelle c'est dans leur sang qu'ils veulent détruire l'Amérique, je ne sais pas d'où cela vient. En réalité, il y a eu au fil des années des tentatives qui montrent que les Iraniens ont envisagé la possibilité, ou du moins espéré, d'améliorer leurs relations avec les États-Unis. Et encore une fois, aucun pays au monde, s'il est raisonnable, ne souhaite entretenir une relation conflictuelle avec les États-Unis, qui possèdent la plus grande armée. Donc non, c'est absurde de voir jusqu'où tout cela est allé. It's absurd to see how far this has gone. The final thoughts before we wrap up. Oui, des réflexions finales avant de conclure. Vous savez, l'Iran et Israël ont déjà entretenu de bonnes relations, et ils peuvent en avoir à nouveau. C'était même sous l'ayatollah Khomeini, donc c'est tout à fait possible. Une partie du problème, cependant, est que l'Iran a soutenu les populations chiites au Liban, en Syrie et même en Israël. Et pour cette raison, Israël veut détruire l'Iran. Et tant que l'élément sioniste ne sera pas contenu, tant qu'il croira encore être divinement autorisé à posséder cette terre précise et à en chasser les habitants actuels, il est difficile d'imaginer que cela change. To kill the people who are already there. I mean, that's, it's a racist. Je veux dire, c'est, tu sais, une mentalité raciste, mais on ne peut pas l'ignorer. C'est réel parce que les gens agissent selon ses croyances. Et quand on se sent en position de droit, on pense pouvoir faire ce qu'on veut aux Palestiniens et aux Chiites. Tu sais, c'est pas quelque chose qui va se résoudre facilement. Mais ce qu'il faut se rappeler à propos de l'Iran, c'est que depuis que l'ayatollah Khomeini a pris le pouvoir en 1969, l'Iran n'a pas envoyé d'aventuriers militaires attaquer d'autres pays. Ils ont apporté un soutien militaire à Bachar al-Assad contre une insurrection islamiste que les États-Unis soutenaient en réalité. Je veux dire, nous soutenions les mêmes personnes qui nous ont attaqués le 11 septembre. Ça n'a aucun sens. Eh bien, Larry, merci, comme toujours, d'avoir pris le temps. Je sais que tu es très sollicité. Je laisserai un lien vers Sonar 21 dans la description et je recommande vivement à tous les auditeurs d'aller lire tes articles là-bas. C'est ce que je fais en tout cas. Alors, encore merci. Eh bien, merci pour ce que vous faites, car votre programme offre vraiment une grande variété d'informations. Si les gens prennent simplement le temps de regarder, ils seront mieux informés, bien mieux qu'avec les médias traditionnels, je dirais. Il n'en faut pas beaucoup de nos jours, malheureusement. Merci, très bien, au revoir. All right, bye-bye.